Alors, comme dirait un type que je croise tous les matins et qui me dit la même chose avec toujours le même timbre, salut! Aujourd'hui, on attaque un audio très intéressant sur le livre de Julius Evola, Métaphysique du sexe. En premier lieu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça lui fait gagner de la visibilité et donc c'est bien pour que les idées circulent, surtout ce genre d'idées. Julius Evola, donc c'est un philosophe italien du XXe siècle, assez difficile d'accès, faut le dire, pas facile à lire, et en fait, son bouquin Métaphysique du sexe est extrêmement intéressant. Non pas que tout soit vrai dedans, ou que je souscris à tout, mais les points qui sont amenés peuvent nous donner un matériel très pratique aujourd'hui pour réfléchir aux relations hommes-femmes et selon moi, c'est un des problèmes principaux aujourd'hui, c'est bien les relations hommes-femmes. Hein, on peut mentionner rien que les cucks pour se rendre compte que les relations hommes-femmes, c'est un sujet sérieux. D'autant plus que je vois beaucoup de gens malheureux en couple ou qui se rendent compte qu'ils sont en couple avec quelqu'un qui finalement ne leur correspond pas, mais ils s'en rendent compte trop tard, ou voilà, des couples badants, on voit ça absolument partout. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour ces raisons-là que je ne suis pas en couple. Et les idées, du coup, sont très intéressantes parce qu'elles peuvent nous amener à réfléchir aux relations hommes-femmes de manière métaphysique, c'est-à-dire par-delà le physique. Alors Julius Evola, on va faire un peu de définition avant, hein, comme tout travail philosophique. Julius Evola, c'est ce qu'on peut appeler un traditionnaliste dans l'histoire des idées, c'est-à-dire que c'est un type qui, un peu à l'instar d'un René Guénon, voit l'origine de l'homme de manière traditionnelle, c'est-à-dire on va dire christique, avant l'arrivée de Jésus, et en fait qui ne souscrit pas à la temporalité catholique du monde qui est linéaire. La linéarité, on va dire, qui n'est pas que catholique, qui est civilisationnelle même maintenant, hein, qui est de dire il y a un début, un milieu, une fin. Voilà, et voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de la tradition, et la tradition pense que tout est cyclique. Que donc il y a des cycles de dizaines de milliers d'années, et tout ça pour dire que dans la métaphysique du sexe, euh, en fait, ce qui va être intéressant, c'est les définitions de base, premièrement, hein, pour comprendre le sujet. Dans cette histoire cyclique là dont je vous parlais, en fait, Evola, c'est quelqu'un qui pense que avant l'homme, il y avait une autre race dont l'homme est issu, hein, donc le darwinisme, ça passe aux chiottes, et que cette autre race a forcément un impact, que c'est la race primordiale et que en fait la compréhension de cette autre race qu'on ne peut pas vérifier, on va dire scientifiquement, nous impacte aujourd'hui. Donc un de ses sujets préférés, c'est pour on va dire avoir des arguments par rapport à ça, c'est le mythe de l'androgyne qui ressort dans énormément de civilisations. C'est un spécialiste on va dire, de l'ensemble des civilisations qui ont marqué l'histoire à travers les âges. Et donc, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y avait avant des androgynes. Hein, il se sert particulièrement de l'explication de Platon dans La République, je crois, qui parle du mythe de l'androgyne, qui était en fait une race avant l'homme et qui rassemblait les deux qualités, c'est-à-dire que chaque être était à la fois homme et femme. Donc il était un, et de par cette unité primordiale, il était tout puissant, il était très puissant, hein, c'est une race qui était à mettre, on va dire, sur un pied d'égalité avec les titans, et que l'androgyne s'est attaqué à la puissance des dieux afin de prendre le pouvoir sur le monde, et que les dieux, en châtiment, ont scindé l'androgyne en deux, ont scindé son unité en deux parties, la partie masculine et la partie féminine, et en fait l'homme découlerait de ça. Voilà, bon, maintenant qu'on a mis ce préambule en place, on va pouvoir passer à l'autre définition très intéressante, qui est l'éros
contre l'instinct de reproduction. Et ensuite, on va pouvoir attaquer, donc, dans le livre, chaque idée qui, moi, m'a marqué, que j'ai trouvé intéressante, et qui est, en fait, l'idée, c'est de vous la retraduire, mais c'est pas de vous donner un truc préconçu, machin, c'est d'amener un matériel de réflexion sociologique personnelle pour les relations hommes-femmes. Et alors, la deuxième précision qui va être vraiment intéressante, c'est qu'en fait, il va faire un distinguo entre l'éros, éros, la racine de l'érotisme, et l'instinct de reproduction, qui sont deux choses différentes. En fait, ce qui va nous expliquer, il veut tordre le cou aux idées qu'il appelle les idées des sexologues modernes, qui vont avoir tendance à dire que tout instinct sexuel, en fait, est simplement l'instinct de reproduction de l'homme. Hein, lui, il veut à tout prix tordre le cou à cette idée-là, qui est purement matérielle et, on va dire, physique, et pas du tout portée sur le métaphysique, et donc vers une signification bien plus profonde, bien plus supérieure, voilà, supérieure. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que l'androgyne ayant été séparé en deux, déjà, il va prouver que, en fait, la sexualité, la reproduction n'est qu'un effet de la sexualité, elle n'en est certainement pas la cause. La sexualité, c'est... en fait, il explique que l'instinct de reproduction n'est pas ce qui pousse à la sexualité, puisqu'on voit bien dans le désir sexuel, dans l'attirance magnétique qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, qu'il n'y a pas derrière cette attirance et derrière l'intensité de l'étreinte, le désir d'enfant. Hein. En plein milieu de l'étreinte, ou même avant, quand il y a un désir extrêmement fort et magnétique entre un homme et une femme, l'envie, l'instinct, alors que l'homme est quand même conscient de son instinct de manière générale, l'instinct n'est pas de se dire « je suis en train de me reproduire hein, », c'est pas du tout ça. Donc pour lui, c'est quelque chose de supérieur. Et en fait, il va mettre ça un peu en parallèle avec son androgyne primal dont nous parlions tout à l'heure, avec l'homme et la femme en tant qu'archétypes primordiaux, et qui sont des forces en présence dans le monde. Alors c'est une idée un peu complexe, j'espère que je vais arriver à être suffisamment clair. En fait, il y a dans le monde, en tant que force démonique, pas démoniaque, hein, mais démonique, c'est-à-dire qui fait, donc tellurique, donc qui fait partie du monde, l'homme primordial, séparé de son androgynie, donc la force de l'homme, on va dire archétypale, et il y a également la force de la femme archétypale. Et en fait, ces deux forces jouent en chacun des hommes et des femmes et poussent l'homme et la femme à retrouver l'unité primordiale et donc à retrouver son complémentaire, sa complémentarité, qui est pour la femme l'homme et pour l'homme la femme. Voilà, et en fait, voilà, le but c'est vraiment de dire que la sexualité, l'éros, est très très différent de l'instinct de reproduction, et ça se situe à un niveau bien supérieur puisque c'est métaphysique, alors que finalement l'enfantement derrière ce désir métaphysique de sexualité, l'enfantement n'est qu'une conséquence matérielle et physique de cette cause métaphysique. Petite précision qui a son importance, tous les ouvrages d'Evola, et du coup l'audio est un peu construit de la même manière, sont référencés en chapitres assez indépendants les uns des autres, bien qu'il y ait une cohérence globale tout au long de l'œuvre. Et le but, c'est vraiment, étant donné que ça peut être des concepts compliqués, et puis longs à ingurgiter, et puis pas toujours faciles à retenir, l'idée, c'est vraiment de revenir sur un chapitre. Le but du livre, c'est de l'avoir dans sa bibliothèque, revenir sur un chapitre une fois de temps en temps, simplement lire un chapitre. Et donc l'audio, c'est je vous conseille d'opérer de la même manière. Si c'est trop riche, trop machin, ou que voilà, vous souhaitez y revenir, c'est construit chapitre par chapitre. Normalement, en bas de la vidéo, c'est très pratique. Donc voilà, faut pas hésiter à consommer cet audio comme ça, chapitre par chapitre, prendre le temps de les écouter, de les digérer, de les comprendre. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est ce que Evola appelle la pandémie du sexe. Je pense que tout le monde est au courant, hein, que voilà, il y a une excitation,
la sexualité est quelque chose de complètement diffus et psychique et très fort aujourd'hui. Hein. Il y a véritablement une pandémie du sexe, c'est-à-dire que les gens ne pensent qu'au cul, hein, et ne parlent que de ça entre eux. Ou à défaut de parler d'autres sujets. La cause principale, c'est probablement la publicité et l'image qui est faite de la femme et de l'amour, c'est-à-dire utiliser cette image de la femme et de l'amour qui est en soi très pure à des fins commerciales, hein, qui fait jouer le désir de l'homme. Bon, il y a un certain nombre de bouquins là-dessus très intéressants que je vous recommande. Et alors, en fait, ce que Evola nous dit, c'est que cette pandémie sexuelle, là, son problème, le bouquin est écrit en 58, son problème, c'est que l'excitation qu'elle provoque est indépendante de sa satisfaction physique. C'est-à-dire qu'on a une excitation énorme, mais finalement, la satisfaction physique de cette excitation n'a pas lieu, à deux niveaux. À deux niveaux, le premier chez les femmes qui va être ce qu'on va appeler l'anesthésie sexuelle, et la chasteté corrompue. En psychanalyse, on appelle ça les variantes autistiques de la libido. Et en fait, ce qui va nous décrire, c'est les jeunes filles modernes, pour qui en fait l'exhibition de leur nudité, l'image de leur propre corps, voilà, le fait de vouloir paraître le plus provocante possible aux yeux des hommes, leur procure un plaisir transposé plus grand, même plus immense, que le plaisir de l'étreinte sexuel, qui est finalement un plaisir simple. Et en fait, ça va jusqu'à provoquer un rejet névrotique. C'est un sujet d'étude de psychanalyse. Ça va jusqu'à provoquer un refus névrotique de la sexualité, tant le plaisir transposé de l'image de son corps et donc de l'excitation que ça procure un plaisir supérieur à ces femmes qui en usent. Et alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, là, pour transposer un peu à notre époque, en 2022, c'est que ce phénomène s'est complètement aggravé et même accentué, hein, notamment avec le domaine Instagram, où il y a des meufs, même des meufs complètement moyennes, tapent du 10 000, des 10 000 likes, etc. Ce qui évidemment leur amène un plaisir énorme et elles se prennent pour des vedettes, voilà, c'est logique, hein, c'est l'esprit humain. Et en fait, de l'autre côté, la pandémie du sexe est toujours présente, elle est même encore plus présente qu'elle n'a jamais été, hein. La société de consommation étant en bout de course, on joue toujours plus, on tire toujours plus sur la corde du désir et du plaisir, et donc de l'excitation sexuelle, donc de l'image de la femme et de l'amour pour vendre, et jamais on a autant parlé de cul, hein, je veux dire, tout le monde le sait, il y a juste à écouter une bande de jeunes à un bar pour se rendre compte que ça parle que de ça. Et ben le problème moderne par rapport à l'époque d'Evola, c'est finalement, quand on y réfléchit, la masturbation chronique et la pornographie qui l'accompagne. Et en fait, là, on a deux sujets majeurs, hein. Ça va être le fait que la sexualité soit totalement déviée, dévitalisée au profit d'images et non pas satisfaite concrètement. Et en fait, ça amène également un énorme problème au niveau des relations hommes-femmes, au niveau de la compréhension, puisque ça pervertit énormément le désir, hein. C'est-à-dire que le désir des femmes, c'est finalement de plaire à tout le monde, on va dire, et donc à la fin, ça leur procure un plaisir tellement énorme qu'elles ne veulent plus d'hommes. Et le plaisir des hommes, hein, c'est un truc qui n'est pas si méconnu que ça, c'est en fait aller se branler sur des vidéos abominables et qui vont toujours plus loin dans la pornographie, qui font qu'à la fin, les types, ils sont incapables de bander normalement sur, j'exagère hein, volontairement, mais c'est quand même un peu ça, ils sont incapables d'avoir des rapports, on va dire, hétérosexuels normés. Hein, ils sont obligés d'aller toujours dans le plus loin, toujours dans le plus loin, toujours dans le plus loin. Et pourquoi, on ne sait pas. Voilà, bon, c'est un peu brouillon la manière dont je vous exprime tout ça, mais encore une fois, tout ça, c'est un matériel. Hein, le but, c'est d'en extirper un matériel de réflexion sur les relations hommes-femmes. Ce qui est sûr, c'est que l'homme et la femme ont besoin d'être ensemble pour que l'humanité soit. Et donc, plus une société, une politique favorise les rencontres hommes-femmes, plus une société est saine. Et bien là, on peut voir que ce n'est pas du tout le cas. Deuxième point intéressant, c'est le critère de la comparaison. Intéressant et puis très salubre actuellement, étant donné la place que un certain féminisme peut avoir au sein de notre société. Ce que nous dit Evola, c'est que l'homme et la femme sont fondamentalement incomparables,
car il n'y a pas de critère commun. Or, il faut un critère commun pour que la comparaison soit possible. Et c'est intéressant parce que ça nous pousse à, pour moi, voilà, pousse à des relations hommes-femmes très saines. Hein. C'est d'ailleurs tout ça le fond de toile de l'audio, du livre, et donc moi j'essaie de le retranscrire par audio. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que seule la réalisation de sa propre nature sexuelle est un élément comparatif, véritable et valable. Donc en fait, un homme est un homme véritable et est de plus en plus parfait, plus il est homme. Dans le sens archétypal de l'homme, on va dire l'homme viril, classique, voilà, qui peut avoir tout un tas de qualités. Hein, la virilité, ce n'est pas que physique, c'est intellectuel, c'est plein de choses. Et la femme va être parfaite en fonction justement de plus elle est femme. Voilà, c'est intéressant d'avoir cet avis, hein, que en fait l'homme et la femme sont incomparables, donc qu'on nous balance pas en commentaire du gros Evola est un sexiste ou je sais pas quoi, toutes ces bêtises là, pour ne pas dire plus. Voilà, le critère de la comparaison. Et on va enchaîner tout de suite, du coup, avec quelque chose qui est très intéressant, qui est la troisième idée. Idée qui concerne la virilité absolue et la féminité absolue et les degrés de la sexualisation. En fait, Evola là-dedans nous dit que comme le critère de comparaison pour un homme, c'est d'être le plus homme possible, pour une femme, la plus femme possible. Chacun naît avec un certain degré de sexualisation. Certains hommes peuvent naître avec être 70% des hommes, 80%, 90%, 100%. Et l'archétype absolu étant inatteignable, l'homme parfaitement homme, hein, ou la femme parfaitement femme. Mais c'est un absolu vers lequel on se dirige. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que plus un homme est homme, plus sa polarité parfaite sera la femme qui est femme, et donc la virilité absolue attire, tel un aimant, la féminité absolue. Ensuite, on arrive au très gros sujet de la génération. C'est le très gros sujet. Le désir sexuel, cette envie qui est en nous, qu'on sent, qu'on peut sentir quasiment en permanence, du moins plusieurs fois par jour, on la sent présente en nous, et qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas expliquer, finalement qu'on ne comprend pas. Et voilà nous dit bien que c'est quelque chose qui nous pousse à être ontologiquement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous amène à nous accomplir. C'est en nous. C'est la libido pour la métaphysique et c'est l'énergie vitale pour la tradition évolienne. Et donc ce désir sexuel qui nous pousse est en fait un désir d'immortalité, hein, d'être absolu. Et en fait ce désir d'immortalité peut se concrétiser de deux manières, dont la seule manière qu'on connaît est la génération, et il y a une deuxième manière. Pour parler de la génération, en fait, c'est Diotime qui en parle le mieux dans Le Banquet de Platon, qui est à nouveau cité par Evola. Tout à l'heure, je crois que je vous ai dit une connerie, je vous ai dit La République, c'est Le Banquet, hein, l'ouvrage de référence. Et Diotime, en fait, parle de l'immortalité en disant que l'homme doit, après une certaine maturité, s'accoupler avec la femme afin de générer un nouvel être qui sera son descendant et donc son immortalité. Ça, c'est ce que Evola appelle le cercle de la génération. Et en fait, ce que lui nous dit, c'est que ça, c'est l'immortalité terrestre, l'immortalité tellurique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est Diotime, qui est une femme, qui dit ça. C'est qu'en fait, c'est la manière tellurique terrestre d'être immortel. Et en fait, pour Evola, c'est un mensonge, puisque au moment où les deux amants se trouvent, et au moment de l'étreinte où ils concrétisent ce désir d'être extrêmement profond qu'ils ont en eux, et ben en fait ils sont trompés par la métaphysique du sexe, on va dire androgyne, hein. Ils croient ne faire plus qu'un, mais en réalité ils ne sont pas en train de faire plus que un, ils sont en train de créer un troisième. Ils sont en train de créer un enfant.
Et donc ça, c'est l'immortalité tellurique et terrestre, et féminine, et voilà. Et il y a de l'autre côté l'immortalité olympienne, qui est donc la recherche de l'être pur. Et là, Evola nous dit que l'homme, avec un petit h, hein, l'homme, le masculin, l'a en lui et qu'il a la possibilité de le développer. Bon, alors, moi, je vais pas donner tous les exercices et tout, parce que c'est un sujet un peu dangereux, tout ça, mais c'est quand même intéressant. Mais voilà, donc il y a cette immortalité olympienne de l'être pur, qui n'est pas orientée vers la génération, vers l'assouvissement de son désir sexuel, mais au contraire, par la préservation de la semence vitale, et par l'accomplissement d'une vie ontologiquement pure, et qui a du coup un sens ontologique très très profond. La génération entraîne une fausse immortalité, puisqu'en fait l'être absolu échappe pour toujours, non seulement à l'homme qui s'est accouplé, mais au fils. Le fils engendré aura finalement la même vie que son père, il sera animé du même désir d'être, et il sera tout autant impuissant à le comprendre, et son désir, sa libido, son énergie vitale sexuelle l'amènera à se sentir complet avec une femme, et donc à entrer à nouveau dans le cercle de la génération. D'où ce que nous dit Evola, que énormément de couples sont en fait simplement en couple parce qu'ils ne sont rien. Ils ont besoin d'un autre pour se sentir être. C'est pas une critique, hein, c'est simplement une remarque sociologique. C'est-à-dire que et alors là, c'est quelque chose justement qu'on peut intelligibiliser aujourd'hui, c'est que évidemment, on n'a pas besoin d'être aussi radical qu'Evola. Je sais pas si ce qu'il dit est vrai, etc. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, mais à la limite, c'est quelque chose d'individuel et de personnel. Mais ce qui est certain, c'est que on va dire en sociologie du couple, là, l'élément qu'on peut être amené à réfléchir, c'est est-ce qu'on est en couple parce qu'on a peur d'être seul. Si on est en couple parce qu'on a peur d'être seul et que l'autre en fait nous donne une signification, c'est d'une grande tristesse, hein, puisque en réalité la signification on peut l'avoir en soi, l'indépendance on peut l'avoir en soi, et voilà, être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, je sais pas si c'est forcément la bonne solution. Voilà, donc complexe et dangereux comme idée à développer, hein, j'ai presque hésité à l'enregistrer. Moi, ce que je conseille, c'est de lire le bouquin. Ce que je conseille, c'est clairement de lire le livre. L'audio remplace un peu la lecture, mais le livre, c'est d'une très grande profondeur. Voilà, on attaque le reste. Ah oui, non, alors on va quand même préciser ça. En fait, pour Evola, la génération, c'est une involution de l'éros. L'involution, c'est un concept très important dans la vision cyclique que j'ai pu décrire au début de la tradition. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en évolution, nous sommes en involution, hein. Il y avait un âge primordial où nous étions des androgynes, semi-dieux, voilà. Et en fait, aujourd'hui, on est ce qu'on est, et puis on va droit vers le chaos. Donc, nous sommes dans une involution permanente. Ça, voilà, il y a l'âge d'or, ensuite il y a l'âge d'argent, ensuite il y a l'âge de bronze, ensuite il y a l'âge de fer. Tout ça, ce sont des cycles de plusieurs années, des centaines d'années, milliers d'années. L'âge de fer, le crépuscule des titans, et ceux qui survivent au crépuscule des titans, qui est le chaos du monde, sont les futurs dieux. Voilà. Si on veut, je résume, hein, rapidement évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc c'est une involution pour Evola, et en fait ce qu'il explique, c'est que de son point de vue, d'ailleurs presque la métaphysique, enfin la psychanalyse freudienne, que je n'apprécie pas, vient presque confirmer ça avec le meurtre du père. Il faut tuer le père. En fait, ce que Evola dit, c'est que la génération tue l'homme ou la femme, mais surtout l'homme, puisque la femme c'est son destin tellurique d'une certaine manière, le tue de manière ontologique, puisque finalement, au lieu de se demander qui il est et de s'auto-générer, autogénération, il fait une hétérogénération, c'est-à-dire qu'il crée un autre, un troisième, l'enfant, au lieu de se générer lui-même et de répondre à sa question ontologique profonde. Pour illustrer un peu tout ce qu'on vient de dire, et pour parler à nouveau d'un mythe, parce que de toute manière, les mythes, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de les rappeler, et là, donc on va parler du mythe de Pandore, et on va essayer de le... C'est ce que fait Evola, hein, c'est pas moi. Il va l'intelligibiliser avec sa métaphysique du sexe, donc on a quand même un petit peu décrit depuis le départ.
En fait, Prométhée ayant volé le feu, Prométhée étant un titan, a volé le feu aux dieux de l'Olympe. Il se fait punir d'un certain nombre de manières, et l'une des manières, c'est que les dieux font don à son frère Épiméthée, dont le nom signifie celui qui s'aperçoit trop tard, de Pandore, qui est la femme de désir, la femme exceptionnelle, puisqu'elle comporte absolument tous les dons des dieux de l'Olympe. Et en fait, Prométhée, bien plus intelligent qu'Épiméthée, lui dit de refuser, lui dit en gros, finalement en substance, de rester un titan. Et en fait, Épiméthée n'écoute pas son frère, prend Pandore, en jouit, c'est la femme du désir ultime, et en fait, il vide sa substance, donc sa substance vitale et donc sa raison ontologique en Pandore, ce qui est dans le mythe un spectacle qui fait rire les Olympiens. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs voies pour atteindre, on va dire, l'immortalité unitaire que prône Evola, donc hors de la génération, mais l'unité ouranienne ontologique, ou olympienne. Et en fait, l'une des voies, c'est l'ascèse, et tous les ascètes de finalement de tout l'ésotérisme ascétique qui a toujours existé à travers les âges et à travers l'espace, donc à travers les différentes civilisations, ont toujours prôné le rejet de la femme et de la sexualité, et le fait de garder sa semence pour pouvoir atteindre cette immortalité. Voilà, donc toujours intéressant de voir un mythe à la lumière de cet éclairage. Alors, autre aspect pour compléter un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les degrés de la sexualisation, le chapitre 3. En fait, ce que nous dit aussi Evola, c'est que chaque homme, chaque femme, c'est finalement un travail de devenir vraiment homme, vraiment femme. Et en fait, le fait de devenir vraiment homme ou vraiment femme relègue à un état latent, et on va dire d'endormissement, pour l'homme, les qualités féminines, pour la femme, les qualités masculines. Et en fait, la perfection, c'est d'approcher au maximum son sexe, comme on l'a déjà dit. Hein. On ne compare que ce qui est comparable. Et en fait, ce que nous dit Evola, c'est que cet endormissement-là, ou alors cette puissance d'affirmation des caractères propres à son sexe, sont également très très définis par l'environnement, la société, etc. Il nous dit à ce titre qu'il n'y a jamais eu autant de changements de sexe qu'aujourd'hui, hein, qu'à aucune époque on entendait parler de changement de sexe. Alors imaginez, c'est écrit en 1958 encore une fois, alors imaginez aujourd'hui, où c'est un truc clairement à la mode. Voilà, en fait, c'est intéressant de voir que voilà, il y a des types de sociétés, des types d'environnements qui vont favoriser ce genre d'attitude. Et alors là, bien évidemment, Brice le marxiste va ressortir. Brice le marxien, plus précisément, mais Brice le marxiste, c'est plus drôle comme formule. Les conditions économiques, hein, la bourgeoisie, il y a le livre d'Otto Weininger là-dessus, c'est que ses caractères, dont je ferai un audio un jour, c'est certain. Les conditions économiques favorisent des types de comportements. La bourgeoisie favorise un type de comportement et elle favorise ça. On voit qu'à l'apogée finalement de la société bourgeoise, on retrouve un nombre de personnes asexuées, transgenres et qui ont des problèmes d'identité sexuelle qui sont énormes. À ce titre, je conseille éminemment la lecture d'un ouvrage exceptionnel qui s'appelle Vers la féminisation de Alain Soral. Voilà, alors ça c'est très éclairant sur le sujet, ça explique bien comment les conditions extérieures amènent les hommes à ne plus être des hommes, et en fait il y a voilà, on peut dire qu'il y a ce sont pas ces termes, c'est les miens, il y a vraiment une fiotisation de la société, non pas par le fait que finalement les hommes... Enfin si, c'est par le fait que les hommes deviennent des femmes, mais le problème c'est pas que les hommes deviennent des femmes, c'est qu'il n'y a plus d'hommes, c'est qu'il n'y a plus d'hommes qui deviennent des hommes, et qu'il en faut pour tenir la société. Pour tenir l'équilibre de la société, si on veut être un peu plus politiquement correct. Parce qu'en fait, pour préciser un peu, ce qui détermine dans un régime, on va dire purement économique, libéral, comme celui dans lequel on est, un homme ou une femme, ce qui détermine même au-delà de ça l'individu, c'est sa praxis. En tout cas, ça le détermine fortement, sa praxis, c'est-à-dire
sa pratique économique journalière, ce qu'il fait tous les jours. Hein. Et un homme est censé avoir des qualités autres que celles d'une femme, et quand un homme fait des travaux de femme, c'est-à-dire qu'il se retrouve derrière un ordinateur et qu'il ne fait plus aucun usage de sa puissance physique supérieure, qui est objectivement un atout de sa nature, euh, eh bien, ça favorise certains comportements qui tendent plutôt vers le féminin que vers le masculin. Bon, je veux dire, il y a juste à se balader dans un village de Franche-Comté ou de Bretagne, et puis après faire le trajet jusqu'à Paris et se balader dans le Marais pour voir qu'on n'a pas du tout accès au même type d'homme, hein, que ce soit physiquement, psychologiquement, sociologiquement. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'articuler deux sujets qui sont l'amour humain, la condition de la transcendance et la différence entre union effective et, et la copulation des eunuques. Alors, pour Evola, le caractère qui atteste principalement du fondement métaphysique qui est caché dans tout amour humain, c'est cette intensité, cette transcendance qui va naître de la polarité de l'amour, de la polarité de deux êtres. Euh, et en fait, cette intensité est la preuve d'une transcendance humaine, d'un moi, d'un individu qui finalement est fait pour se dépasser, est fait pour autre chose, est fait pour plus, puisqu'il va changer. Cet amour peut provoquer beaucoup de choses. Hein. Un homme peut changer totalement ses habitudes, une femme peut changer totalement ses habitudes, ses goûts, sa vision des choses, tout un tas de choses qui font que cet amour humain est la preuve d'une transcendance possible finalement de l'homme. Et donc, pour lui, c'est la preuve d'une métaphysicité de la sexualité, en fait. Et alors, ensuite, pour un peu mieux imager ce qu'on vient de dire, il parle de deux choses très intéressantes. La première, c'est l'union effective. Et la deuxième, c'est ce qui est appelé dans le Kama Sutra la copulation des eunuques. En fait, l'union effective, c'est bel et bien, c'est ce qu'on pourrait, en fait, d'une certaine manière, on pourrait appeler ça faire l'amour, c'est-à-dire, c'est le rapport entre un homme et une femme attirés réellement par ce magnétisme amoureux né de la polarité de leurs deux sexes. Et de l'autre côté, il y a en fait ce qui est extrêmement répandu, hein, il y a ce qui est en fait un usage concerté masturbatoire, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le plaisir, il y a l'union effective amoureuse et de l'autre côté, il y a uniquement la recherche de plaisir. Le principe de plaisir est le principe primordial. Et en fait, on va avoir une union effective avec l'autre sexe uniquement avec le but de jouir, d'avoir du plaisir. Et donc en fait, ça n'a rien de plus qu'une simple masturbation concertée. Et dans le Kama Sutra, en fait, ça fait penser à ce qu'on appelle la copulation des eunuques. C'est quand c'est l'union d'une femme de caste inférieure avec un homme de caste supérieure, et ça s'arrête au moment où l'acmé du plaisir arrive. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'aspect dépressif qui naît suite à ce genre on va dire de sexualité, lorsque c'est purement masturbatoire, que c'est uniquement la recherche du plaisir qui prime. En fait, il va y avoir un aspect assez connu, en latin on dit le post-coitum triste, donc animale post-coitum triste, je crois. Enfin bref, en gros le principe c'est qu'on est triste après avoir joui, parce que en fait ce que nous dit Evola, c'est que en fait, il n'y a pas d'explication hein, quand on est dans le monde physique normal et qu'on n'est pas, on va dire, initié entre guillemets. Et en fait, là, avec cette métaphysicité du sexe, cet état de tristesse veut dire que le coït n'était pas une véritable union, hein, que c'était simplement un plaisir masturbatoire, et que ce plaisir, finalement, se involuant en tristesse et en dépression, est bien le signe que finalement cette énergie vitale humaine
est faite pour autre chose que simplement la masturbation, et même qu'il y a peut-être une dimension ascétique, une disposition ascétique chez l'homme, et donc ce gâchis de semences finalement, ce gâchis de semences entraîne la dépression, et cette dépression en fait c'est le symptôme de la cause plus profonde, et cette cause plus profonde métaphysique, c'est la disposition ascétique, la disposition à se priver pour viser quelque chose de plus haut, de plus ontologique, qui est brisée par la voie d'un coït sans signification. Et je dis bien de l'homme parce que c'est un état spécifique à l'homme, hein, c'est l'homme qui est dépressif, qui est déprimé après avoir éjaculé, c'est pas la femme après un rapport sexuel. C'est très très rare que la femme soit mal. Au contraire, la femme est plutôt extrêmement épanouie, extrêmement heureuse. Voilà. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va nous servir pour le reste. Voilà. Pour préciser un peu sur quel plan il faut comprendre en fait l'œuvre d'Evola, il faut préciser ce que lui précise très bien, c'est-à-dire la différence entre la psychologie et l'ontologie. Jung, par exemple, était un type qui avait saisi qu'il y avait des archétypes masculins, archétypes féminins, mais qui ne les projetait que dans la psychologie. C'est-à-dire qu'il faisait débuter et terminer ces archétypes dans la psychologie, à savoir une projection mentale d'un idéal à accomplir. Donc un homme allait avoir un idéal d'homme et allait tout faire pour l'accomplir, et lui considérait ça uniquement comme une norme sociale et donc une projection psychologique. Ce que nous dit Evola, justement, c'est bien plus... ça va bien plus loin. En fait, le reproche principal qu'il fait à Jung, c'est de dire que Jung fait partie de toute cette époque moderne absolument insupportable, et d'ailleurs, au-delà d'Evola, qui moi aussi a tendance à complètement m'insupporter, qui fait tout finir dans l'humain, en permanence. Hein. L'homme est la fin, et l'homme est le début et la fin de tout. Or, là, ce qu'il y a d'intéressant, et de beaucoup plus profond, c'est de voir qu'il y a quelque chose de métaphysique, de spirituel, de transcendant. Et alors la métaphysique, ça peut être compris de deux manières, justement. Il y a la métaphysique, on va dire, plus philosophique, qui va être même sociologique, qui va être la métaphysique des phénomènes, et il y a la métaphysique évolienne, guénonienne, qui va être plutôt la métaphysique des, on va dire, un peu des causes, des effets, la métaphysique presque physique, dans le sens où si réellement il y a un archétype d'homme, un archétype de femme, l'homme dans sa totalité, la femme dans sa totalité, qui agissent en tant que force dans le monde, forcément elles sont métaphysiques, mais elles ont un impact physique sur les hommes et les femmes sur lesquels elles exercent leur influence. Voilà. Donc la question de fond, la question plus profonde que chacun doit se poser, c'est son devoir intellectuel. Rien qu'en écoutant cet audio, vous devez vous poser la question, et surtout c'est le but de la vie, c'est d'y répondre. C'est l'ontologie. Hein. Qu'est-ce que l'être ? L'important, c'est qu'est-ce que je suis ontologiquement. Donc déjà, je suis ce que mon sexe me définit. Je suis la manière dont mon sexe me définit. Et qu'est-ce que ça induit ontologiquement quand on s'émancipe un peu des normes sociales, etc. Bon, c'est un énorme travail, mais c'est le travail d'une vie. Hein. Et c'est beaucoup plus intéressant et profond que qu'est-ce que je suis psychologiquement, puisque psychologiquement, on se ramène uniquement en permanence aux autres. On se demande quel est son rapport aux autres, par rapport aux projections mentales qu'a la société. L'ontologie, c'est qu'est-ce que je suis en soi et pour soi. Hein. Sans autre influence, finalement. Sans autre influence physique, mais des influences potentiellement métaphysiques. Voilà, et on s'extrait de la société pour définir ça. Ça, c'est... Voilà, si vous voulez, en écoutant cet audio, que je vous donne des devoirs, les devoirs, c'est ça, c'est le devoir d'une vie, c'est définir son ontologie, en prendre conscience et essayer d'y répondre. Si on veut maintenant commencer à aborder le sujet de la femme, déjà une précision tout de suite. Evola passe son temps à dire, et donc je le répète, et j'adhère, qu'il n'y a pas de comparaison, disant que de jugement de valeur plutôt, en disant que ce que fait la femme est bon, ce que fait la femme est mauvais, dans ce que je vais vous décrire après.
que la femme est mauvaise, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de morale dans tout ce dont on est en train de parler. Ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de morale, c'est uniquement de l'ontologie. C'est-à-dire de la sociologie, de la sociologie du couple profonde, très profonde. Et donc, quand je vais décrire ce que dit Evola, faut pas se poser la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais se poser la question est-ce que c'est vrai. Et puis avant d'y répondre de suite, y réfléchir 2 minutes. Concernant la femme, en fait, Evola est quand même un spécialiste de toutes les cultures, on va dire à travers l'espace et le temps, hein, que c'est les vraies cultures, hein, je parle des vraies cultures, donc forcément sédentaires. Là, je peux vous renvoyer à mon audio sur Hegel si vous ne comprenez pas cette phrase. Dans toutes les cultures pré-chrétiennes, post-chrétiennes, non-chrétiennes, la Chine, l'Iran, la Corée, il y a plein de... Voilà, l'Europe, il y a plein de cultures qui sont citées, je ne les ai pas toutes en tête. La femme est en permanence désignée comme une nature lunaire, à l'opposé de l'homme qui est décrit comme une nature solaire. La femme est également une nature humide, et l'homme une nature sèche. Encore une fois, je veux préciser qu'il y a très peu d'hommes aujourd'hui, hein. Il y a énormément d'hommes féminisés. Donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que on se demande parfois pourquoi les femmes sont de manière générale, évidemment, c'est pas individuel, c'est de manière générale, incapables de se tenir à quelque chose, qu'elles sont versatiles, instables, inconstantes, etc. Et en fait, la réponse est justement dans cette interprétation des signes et des termes qualificatifs de toutes les autres religions, de toutes les autres cultures. Voilà, c'est, on va dire, un ésotérisme historico-spatio-temporel, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est justement lié à sa nature humide et le fait que la nature humide ne garde pas la forme. Et d'ailleurs, c'est justement quelque chose à transposer avec l'enfantement et la génération, c'est que dans toutes ces cultures également, l'homme est le matériel, le matériau, et la femme est la forme. Elle est cette forme indéfinie qui donne ensuite naissance à quelque chose de défini grâce au matériau masculin, qui va être l'enfant. Voilà, bon, c'est un peu complexe. J'espère que c'est à peu près clair ce que je dis. Voilà. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est la nature humide de la femme. Et énormément de choses nous laissent le penser et le comprendre. Rien que dans le langage moderne, quand une femme va accoucher, on dit qu'elle va perdre les os, que voilà, une femme est humide, elle mouille. Voilà, il y a énormément de choses qui vont avoir tendance à confirmer ces suppositions métaphysiques, métaphysico-sexuelles de l'archétype féminin. Après, Vola nous confirme l'analyse de Weininger, qui établit une relation organique en fait entre la mémoire, la logique et l'éthique, sur la base du rapport que toutes les trois contiennent avec ce qu'il appelle le moi transcendantal. Et alors en fait, ce qu'il dit, c'est que la mémoire, la logique et l'éthique représentent un tout qui, organisé de manière cohérente, va permettre à l'homme d'accéder donc à son moi transcendantal, à son ontologie, à l'être pur et l'être, on va dire, suprême qu'il peut être. Alors, du coup, ce qu'on va pouvoir voir, c'est les différences de mémoire, de logique et d'éthique entre l'homme et la femme, non seulement pour étayer la thèse d'Evola qui est très intéressante, mais aussi pour se rendre compte de la difficulté des relations homme-femme, de pourquoi on ne se comprend pas parfois, et en fait mettre le doigt sur ces incompréhensions et vouloir les saisir permet déjà de un peu surpasser peut-être les difficultés. Alors concernant la mémoire, la femme possède celle de la durée, de l'expérience vécue. L'homme aussi, mais la femme en a parfois une meilleure. C'est-à-dire,
En fait, c'est la mémoire de la vie, la mémoire de ce que la vie a apporté, les expériences vécues, etc. Et il dit même, et voilà, que chez la femme, cette mémoire peut être plus grande que celle de l'homme. En revanche, la mémoire de l'homme va être caractérisée par une mémoire déterminée, organisée et dominée par la partie intellectuelle de l'être. Donc ça va être une mémoire, par exemple, pour étayer une mémoire historique ou une mémoire des livres, pour étayer pour argumenter dans une thèse politique, une thèse philosophique, voilà, un peu comme je suis en train de faire là. Et ce qu'il nous dit, c'est que cette mémoire-là n'est pas présente chez la femme. Sans doute pour la même raison que pour la logique, la mémoire est différente, parce que ça ne l'intéresse pas. Pour la logique, justement, la femme possède la logique courante. Hein, elle est capable. Alors lui, il dit qu'elle en fait souvent un usage fuyant et un usage de guérilla. La logique courante, on peut dire mathématique d'une certaine manière, arithmétique. Mais pour lui, il trouve que cette logique féminine est souvent proche de la sophistique. Et je rêve de rencontrer une femme qui va lui donner tort, puisque personnellement je n'en connais pas, et effectivement je trouve que beaucoup d'hommes également sont dans la sophistique, mais les femmes c'est quasiment unanime. Du moins je n'en ai jamais rencontré, et même des femmes brillantes intellectuellement qui sont sorties de la sophistique. C'est très compliqué. Puisque justement ce que lui explique, c'est que la logique des hommes... alors j'ai une petite citation à vous lire à ce propos. Merde. La logique en tant voilà, alors que la logique des hommes, c'est la logique en tant qu'expression d'un amour de la vérité pure et de la cohérence intérieure. Logique qui mène à une forme de pensée rigoureuse et impersonnelle, constituant pour l'homme absolu une espèce d'impératif intérieur. J'insiste sur le côté impersonnel, puisqu'en fait, toute la philosophie, toute la pensée, et même en fait une science, la science classique, tout ça repose sur de l'impersonnel, sur de l'analyse, et finalement une balance pour-contre, bien-mal, avec évidemment tout un tas de nuances. Ce qu'il nous dit, c'est que cette logique-là, la femme, en fait, en est quasi incapable, puisque ça ne l'intéresse pas. Et en fait, encore une fois, on n'est pas là pour juger est-ce que la femme est moins bien que l'homme mieux que la femme, ou l'homme moins bien que la femme, etc. En fait, c'est tout simplement une description ontologique. Alors après, il y a des gens qui ont la nature en horreur et qui portent plainte contre les gens qui essayent d'avoir une analyse, on va dire, justement, impersonnelle, parce que eux sont bourrés d'opinions personnelles et politiques. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt justement l'impersonnel évolien. Et en fait, ce qui valide également cette thèse-là de la logique courante pour la femme, et non pas de la logique intérieure que possède l'homme, c'est le côté très pratico-pratique féminin. Moi, je vois que dans les 3/4 des couples que je connais, en fait, l'homme, ça le fait chier d'aller bosser, ça l'emmerde, il comprend pas ce qu'il fait, mais la femme est ravie, en général. Elle est ravie de son travail, elle est ravie de sa vie, elle se pose rarement de grandes questions, sauf voilà, sur son boulot, des questions complètement secondaires de est-ce que c'est la bonne voie, etc. Il n'y a pas de questions ontologiques, puisque finalement, tout ce que vit la femme confirme, sur Terre, confirme son caractère démonique, son caractère démonico-terrestre. J'ai pas dit démoniaque, démonique, c'est-à-dire vivant sur Terre. Tellurique, terrestre, démonique. Je vous invite à lire le livre si vous voulez approfondir toutes ces notions. Il est en vente sur Internet. Voilà, la femme, en tout cas, elle est heureuse de tout assumer, car la Terre, en fait, in fine, est son monde. Et j'ai une autre petite citation à ce sujet-là, c'est que par rapport... et en fait, cette logique de la femme, par opposition aux formes précises, fermes, claires et apolliniennes, mais aussi souvent arides, sèches, du nous et du logos, du principe intellectuel masculin. Voilà, donc il y a ces deux différences à vraiment travailler, c'est intéressant sociologiquement. Concernant l'éthique, en fait, c'est défini comme étant la loi intérieure pure.
détaché de toute référence empirique, sensible, sentimentale ou personnelle. Donc on est à nouveau dans l'impersonnel. Hein, l'éthique, finalement, ça va être l'alliance de la mémoire, de la logique, de l'analyse, de la philosophie, etc., qui va dicter une ligne de conduite qui est la bonne, non pas parce que c'est celle qu'on aime pratiquer, mais parce que c'est celle que l'on a déterminée comme étant la bonne de par une analyse rigoureuse. D'où le fait que, en fait, vous voyez là où je veux en venir, les hommes sont capables d'éthique et les femmes en sont très 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 rarement capables, puisque pour elles, l'éthique est absolument indissociable de l'instinct, du sentiment et de la sexualité, donc de la vie. Et encore une fois, on en revient à ce caractère démonico-terrestre et tellurique de la femme et lunaire. Au mieux, ce que nous dit Evola, c'est que la femme peut avoir une moralité superficielle et reçue du monde masculin. Ce sont ces mots. Et alors, l'aspect intéressant, c'est qu'en revanche, elle peut être très attirée par un homme avec comment dire, une vie éthique forte. Alors, rarement la justice. La justice n'est pas une qualité qui intéresse la femme, vraisemblablement. Mais elle peut être très attirée par l'héroïsme, la force de décision et le commandement. Mais prudence, ça personnellement c'est quelque chose que j'ai pu vérifier. En fait, elle n'est pas attirée par ses caractères de par l'aspect totalement éthique, justement, et, intrinsèquement éthique de ses caractères. Elle est attirée par ses caractères parce qu'ils sont sexuellement parlants pour elle. C'est-à-dire que la femme est sexuellement attirée par l'homme qui peut faire preuve de ces caractères-là. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose, mais je me souviens plus. Voilà. Bon. Si, alors voilà, c'est ça. Ce que je voulais ajouter, c'est que qu'on soit d'accord, on va dire métaphysiquement avec Evola, ou pas d'accord, tout ce qu'on vient de dire sur la mémoire, la logique, l'éthique, a quand même un sens dans les relations hommes-femmes. Alors du coup, la conclusion logique de tout ça, c'est que, je vais le dire en une phrase, c'est que messieurs, soyez des hommes. Hein, il faut qu'on apprenne à redevenir des hommes. La bourgeoisie, on est la génération qui a sans doute le moins d'hommes. La bourgeoisie et le tertiaire nous ont complètement féminisés. Je vous renvoie à la thèse du bouquin de Soral. Nous ont complètement féminisés. Il faut qu'on redevienne des hommes, puisque ces qualités masculines, comme je viens de vous le dire, attirent les femmes. Alors après, évidemment, là je vous ai expliqué les raisons extrêmement profondes et voliennes de pourquoi ça les attire, mais finalement, si on veut revenir dans un aspect très pratico-pratique féminin et terrestre, et si on veut attirer une femme, c'est qu'une vraie femme, j'entends, hein, une vraie femme, pas une femme masculinisée, une vraie femme, il faut ces qualités-là. Et ces qualités-là, je ne sais pas si si on peut les exprimer réellement dans un monde, dans une conception bourgeoise des choses. Donc il faut se réapproprier les domaines de la virilité qui peuvent être la science, la philosophie, la recherche et surtout la politique. Voilà. Et surtout, en fait, pour faire un petit teaser amusant, mais qui a énormément de sens. En fait, je viens de vous parler de plein de domaines. En réalité, tous ces domaines ne seront qu'une conséquence, qu'une réponse à son ontologie. En fait, ce qu'il faut en premier lieu, c'est trouver c'est répondre ontologiquement à son être, à sa vie. Donc, se demander pourquoi on est, qu'est-ce qu'on est. Et alors, la manière la plus directe dont parle Evola pour répondre à son ontologie, comprendre son ontologie, et donc après peut-être s'orienter vers un domaine autre que le domaine dans lequel on est, c'est d'arrêter de se branler et de retenir sa semence. Voilà. Petit teasing, évidemment, je vais expliquer un peu mieux dans les chapitres qui suivent. Alors, principe très intéressant hein, et très, très éclairant pour les relations hommes-femmes, c'est l'éthérité féminine. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est que c'est typique du féminin cosmique qu'il soit dans l'éthérité, c'est-à-dire la référence à l'autre, l'hétérocentrisme. Le masculin pur, pour sa part, se caractérise parce qu'il a en soi son principe. On parle du masculin pur, hein, pas des hommes modernes. On parle du masculin pur et du féminin pur. Le féminin pur, donc lui, a dans l'autre son modèle, et sur le plan psychologique,
En fait, on en voit clairement les conséquences dans la vie concrète. La femme attend beaucoup de l'autre, hein, que ce soit rien que pour la vanité, le compliment. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de drague lourde, mais je me souviens très bien, par exemple, d'un reportage extrêmement intéressant en Allemagne. Les Allemands ne draguant pas, les Françaises étaient ravies en arrivant, et puis au bout de 6 mois, elles pétaient des plombs parce que en fait, personne ne les draguait. Et donc, le fait de ne pas être vue, une femme n'existe pas. C'est un peu ce que ça nous dit dans l'archétype. Dans l'archétype. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à on va dire, à la société tertiaire du salariat. C'est qu'en fait, un employé dans le tertiaire et donc, qui est dans le salariat, donc dans l'infantilisation, est aussi dans la féminisation de sa personne. C'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse, chacun de son côté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par la négativité, avant même d'aborder le sujet de la négativité, on voit que donc, ce qu'on nous dit, c'est que la femme est dans l'éthérité, elle attend de l'autre, et son corps lui-même, sa nature elle-même, nous indique que c'est la vérité. La femme ne peut pas tomber enceinte seule. Or, son principe, finalement naturel, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est son principe naturel, c'est comme ça, c'est la nature. C'est la philosophie grecque de la nature. La nature nous dit quelque chose, il n'y a pas à la nier, il y a à la prendre en compte et à la comprendre. Sa nature profonde, c'est de donner la vie. Hein. Une femme a un corps qui lui permet de tomber enceinte. Et comment est-ce qu'elle tombe enceinte ? Grâce à l'autre. Grâce à l'autre. Alors que l'homme, lui, ne peut pas tomber enceinte. Donc il donne, il est en lui-même son principe, et il donne à l'autre, à la femme, son principe. Ce qui doit d'ailleurs nous amener justement à réfléchir également à notre principe, à nous, en tant qu'hommes, dans notre définition archétypale. Et donc, en reparlant d'ontologie, le but, c'est vraiment de se dire quelle est notre mission sur Terre. Si la femme, sa mission sur Terre, est connue, d'une certaine manière, de par sa nature, quelle est la mission de l'homme ? Et merci de ne pas résumer la mission de l'homme au travail, simplement à travailler. Imaginez bien que là, on est dans la métaphysique. Il y a autre chose. Il y a le spirituel, il y a le transcendantal. Il y a tout ce qui nous dépasse. Voilà, ça c'est à chacun de répondre. Oui, parce que du coup, simplement pour préciser, la négativité, quand on veut être un bon philosophe et un bon rhéteur, la négativité hegelienne, la logique hegelienne, c'est que si la femme est dans l'hétérocentrisme, si la femme a sa raison d'être dans l'autre, l'homme ne peut avoir sa raison d'être qu'en soi. Autrement, ça fonctionne pas. C'est forcément un équilibre entre les deux. Autre outil pour bien comprendre les relations homme-femme, c'est l'outil d'activité et de passivité. En fait, l'idée, c'est de déterminer ce qui est actif et ce qui est passif dans chacun des archétypes sexuels. Evola reprend le mythe de Pandore pour ça et nous explique que les dernières qualités qui lui ont été données à Pandore Pandore, la femme du désir, étaient l'innocence, la modestie et la résistance. Et ce, afin d'accroître son pouvoir. L'idée, c'est que, d'une certaine manière, ce que veut dire Evola, c'est qu'une femme, en fait, la chasteté, la pudeur féminine, va avoir un effet multiplicateur comme toute énergie qui est contenue. Une énergie qui est contenue, qui n'est pas dépensée, se transforme en ojas, OJAS, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est ojas, se transforme en ojas, c'est-à-dire en énergie bien plus puissante, bien plus forte. Et on reste dans le domaine du métaphysique. Ce qui attire l'homme, à la manière d'un aimant, attire l'homme vers la femme, ça va être justement cette chasteté, cette pudeur, cette distance. D'ailleurs, Evola précise de manière très intéressante que ça attire tout homme non animalisé. C'est-à-dire tout aristocrate de l'esprit, en fait. Je vous rassure, les 3/4 des hommes sont totalement animalisés. Hein. Si déjà vous avez besoin... vous êtes complètement incapable de contrôler votre désir sexuel, vous êtes animalisé. Hein, puisque qu'est-ce qu'un homme ? Un homme accompli, c'est un homme libre. Qu'est-ce qu'un homme libre ? C'est un homme qui arrive à se débarrasser de ses pulsions et de ses addictions. Voilà. Alors on est tous, c'est un chemin, hein, on est tous, voilà. Mais donc ce que nous dit Evola, c'est qu'un homme va avoir plus tendance à être un homme non animalisé, va avoir plus tendance à aller
à être attiré par une femme de ce genre. Aussi justement parce que c'est vrai que c'est le genre de femme qu'aujourd'hui dans des conversations, quand on en parle entre amis ou machin, on parle de ces femmes-là en disant c'est une vraie femme. Et je parle pas des grenouilles de bénitier, hein, simplement une femme voilà, qui a une pudeur, voilà, qui est une vraie femme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la notion d'activité et de passivité, puisque en fait, cette femme, de par sa chasteté, de par sa pudeur, etc., va nous attirer. Et donc, elle est telle un aimant. Et on a toujours l'impression que les relations homme-femme, c'est l'homme qui est actif et qui va vers la femme, qui va l'attirer, la séduire, la prendre. Et en réalité, là, la notion plus subtile qui nous est donnée, c'est très intéressant, c'est très subtil, c'est de dire la femme, en réalité, n'est pas passive et l'homme actif. La femme est activement passive et l'homme est passivement actif. Et pour imaginer ça, le mieux, c'est la figure de l'aimant, c'est-à-dire que la femme sait utiliser cette énergie sexuelle, qu'elle en ait conscience ou pas, cette énergie qu'elle a en elle pour attirer l'homme. Et l'homme, en fait, dans son activité, est simplement le bout de fer qui gigote parce qu'il est irrémédiablement attiré vers l'aimant. Voilà, personnellement, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça nous donne un autre regard sur les relations hommes-femmes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut intelligibiliser aussi pour l'homme, selon moi. Alors, c'est pas dans le bouquin, c'est mon opinion. Vous avez bien vu que de toute façon, de toute manière, j'utilise le bouquin, mais je ramène exactement des expériences personnelles et voilà, il y a un peu de tout. Il y a du bouquin et il y a ma petite personne. Et chose que j'ai pu vérifier, c'est que cette énergie-là, donc non consommée, donc qui est une énergie sexuelle principalement, et qui est sauvegardée, qui se transforme en noiasse, effectivement déjà se décuple, et deuxièmement a un pouvoir d'attirance. Elle a un pouvoir d'attirance fort, et en fait, pourquoi Evola, selon moi, on parle principalement pour la femme, c'est que la femme a peut-être une tendance particulièrement à l'époque où le livre est écrit, à être plus chaste que l'homme. En revanche, à une époque comme la nôtre, je pense que la femme a toujours un côté peut-être un peu plus chaste de manière générale, hein, l'archétype, on va dire la femme moyenne, mais l'homme a un gros défaut, c'est sa masturbation chronique, dont on a déjà parlé. Et je peux témoigner du fait que lorsqu'on retient cette énergie vitale, il se passe véritablement un phénomène d'attraction. Je ne suis pas le seul à le dire, dans les gens qui l'ont essayé. Il se passe un phénomène d'attraction avec l'autre sexe. Voilà, donc c'est une petite remarque. Alors, le chapitre le plus intéressant, c'est celui-là pour moi. C'est les différences des visions de la sexualité. Ça va être un gros matériel de réflexion. Donc il y a la vision catholique et il y a la vision traditionnelle. Donc dans la vision catholique, la vie sexuelle de manière générale est un péché. La seule manière de ne pas être dans le péché en ayant une vie sexuelle, c'est de l'ordonner à la procréation, donc une vie sexuelle pour procréer, via le mariage, le sacrement qu'est le mariage, qui intervient au XIIe siècle dans l'Église, et puis après le sacrement, le rite religieux obligatoire à partir du Concile de Trente au XVIe siècle. En fait, ce que l'Église nous dit, c'est que le mariage est un moindre mal pour celui qui ne peut pas choisir le célibat. En fait, le célibat, c'est dit le célibat, mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière célibat, c'est la rétention séminale. Saint Paul dit que le mariage est le remedium infirmitatis concupiscentiae. Donc c'est le remède à l'infirmité de la concupiscence. Saint Thomas nous dit qu'il est pardon, rien à voir avec le mariage, mais saint Thomas nous dit hymno actus matrimoni semper est peccatum. Donc chaque acte matrimonial est toujours pécamineux, est toujours un péché. La critique d'Evola par rapport à ça, c'est que en fait on confond éros et instinct de reproduction, un peu comme donc on a fait un chapitre éros et instinct de reproduction. Et on confond les deux plans dans l'Église, ce que ne faisaient pas les hommes de l'Antiquité, puisque
à l'Antiquité, la procréation supérieure était quelque chose qui existait, donc la sexualité était bien, on va dire, considérée dans ses aspects transcendantaux pour la noblesse, quoi, pour la noblesse antique. L'exemple le plus concret qu'on peut avoir, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, dont la mère avait eu une relation avec Zeus, et elle est tombée enceinte, et elle a mis au monde Alexandre le Grand, qui donc était un demi-dieu. Et alors, en fait, la conclusion qu'on peut apporter à ça, c'est que finalement, le catholicisme... je suis catholique, hein, donc voilà, quand je dis ça, c'est simplement pour amener une réflexion. J'espère que vous êtes capable de réflexion. Je suis pas en train de dire noir sur blanc, c'est comme ça. Le but, c'est de réfléchir. Le catholicisme mène au refoulement, on va dire puritain, et donc de la sexualité, et par là à la désacralisation de la sexualité. C'est-à-dire que la formule qu'il emploie, lui, c'est domestication extérieure de l'animal humain. Et en fait, c'est vrai que cette doctrine de l'Église amène à considérer la sexualité comme quelque chose finalement de bassement humain, quelque chose de pécamineux, et donc elle veut ordonner socialement à l'ensemble de la population que c'est ça le caractère de la sexualité, et que donc il faut à tout prix s'en préserver. On va voir que la vision traditionnelle n'est pas la même, et personnellement je la trouve extrêmement intéressante, et peut-être même qu'elle pourrait se concilier avec la vision catholique. Du moins, moi, personnellement, elle me convainc bien plus. Parce qu'elle a la même matrice, hein, qui est le fait que la sexualité soit un sujet. La chasteté est un sujet, mais les raisons ne sont pas les mêmes. Puisque finalement, les raisons de l'Église, comme on vient de le dire, c'est simplement de domestiquer l'animal humain. On va voir quelle est la vision traditionnelle. Alors, la vision traditionnelle, l'idée maîtresse, en fait, c'est la transmutation ascétique de la force du sexe en vue de réalisation d'ordre surnaturel. Ça paraît pompeux dit comme ça, mais il faut... pourquoi pas, ayons de l'ambition. En fait, dans toutes les traditions ésotériques, la chasteté et l'abstention sont recommandées. Fortement recommandées, voire exigées en fait. Mais elles ne sont pas recommandées ou exigées de manière moraliste. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Le but, ce n'est pas de tuer la force du sexe, puisque pour ces traditionalistes, ce qu'ils ont bien compris, c'est que la force du sexe, on ne peut pas la tuer. Elle est existante. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à la comprendre et à la maîtriser. Eux, face à cette force, ils offrent deux alternatives. Affirmer cette force ou la transformer. Mais il ne conseille surtout pas le refoulement. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que le refoulement amène à ce qu'il appelle des ruptures de niveau, des pertes d'énergie, voilà. Et la réflexion qu'on peut faire par rapport à ça, pour étayer ça d'un exemple concret, moi je connais quelques femmes, quelques filles qui sont justement on va dire dans le refoulement un peu puritain, et c'est pas beau à voir. Voilà. Ça donne pas envie. Donc le refoulement est dangereux, voilà, c'est ce que nous dit la doctrine. Donc les deux alternatives, c'est affirmer ou transformer la force. Comment, justement, la faire transmuter, la transformer, lui faire changer de forme? Moi, la seule manière dont j'ai décidé d'en parler, c'est l'ascèse. Lui, il dit que c'est aussi possible par la voie des expériences sexuelles. Si vous voulez savoir comment on fait, vous achetez le livre et vous le lisez. Il n'y a pas de recette toute faite, hein. C'est très complexe, et c'est des tâtonnements. Parce qu'en fait, Evola, ce qu'il fait, c'est que toute sa vie, il a étudié les doctrines ésotériques profondes, initiatiques, mystériologiques de toutes les nations, de toutes les religions, de toutes les traditions, et il en a concocté, une synthèse. Puisqu'en fait, ce qu'il remarque, c'est qu'elles avaient énormément de points communs. Voilà. Donc tout son travail, c'est ça. Donc comment la faire transmuter, cette force sexuelle? Il y a deux points par l'ascèse. Il y a deux conditions sine qua non. La première, avant de pouvoir la faire transmuter. La première, c'est de bien différencier la différence entre sexualité et libido. La libido, en fait, c'est l'énergie,
on va dire, résumé par le freudisme, par la psychanalyse. Et donc c'est en fait cette envie, cette force. Et la sexualité, c'est réellement cette force, mais non pas physique comme avec la libido, mais métaphysique. C'est-à-dire c'est une force traditionnelle. Il faut bien comprendre que la différence entre les deux, c'est une question de profondeur de l'être. C'est une question de profondeur ésotérique. La libido, c'est physique, c'est humain, c'est bas de gamme, on va dire. C'est uniquement la compréhension du phénomène, c'est l'effet, mais ce n'est pas la cause. La sexualité, la compréhension de la profondeur de la sexualité, c'est ça la cause. Donc le premier point, c'est bien de différencier les deux. Et le deuxième point, c'est d'avoir un point de référence transcendant, constant. Tout éros a un sens profond et métaphysique. En fait, si on veut se transformer, il faut bien comprendre que ça va bien au-delà de la physicalité. Hein, on va vers le transcendantal. On n'est pas des espèces d'athées bas de gamme. Voilà. On n'est pas des espèces de mecs à qui la société a dit il faut être athée parce que la science prouve que Dieu n'existe pas. Ah ok, bon bah on est athée. Voilà, les 3/4 des gens, des athées, c'est ça. Donc, il faut bien avoir un point de référence transcendant, et même en fait, Evola conseille pas mal les exercices de yoga tantrique. Et il dit qu'en fait, dans les exercices, il faut constamment avoir à l'esprit le fait qu'il y a quelque chose de plus grand, de transcendantal, de métaphysique, une référence transcendante. Voilà. Et une fois qu'on a ces deux points de validés, en fait, la transformation de l'énergie advient d'elle-même lorsque l'esprit sera réellement fixé sur quelque chose de supérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait ensuite une comparaison justement avec tout ça, une comparaison. Il nous prend l'exemple des gens qui ont réussi à opérer cette transmutation, qui sont les saints et les mystiques de haut niveau. Tout ça par l'ascèse. Ils y sont parvenus par l'ascèse. Et en fait, après, c'est des gens qui, après une période de compréhension et de maîtrise de leurs pulsions, sont arrivés à un tel niveau de compréhension et de maîtrise que la chair n'est plus une tentation. Hein, elle n'a plus d'intérêt par rapport à l'état dans lequel ils sont, on va dire, habituellement. Et le signe le plus sûr de cette victoire, ce n'est pas l'aversion puritaine pour le sexe, c'est-à-dire « Ah non, il faut pas ». Le signe le plus sûr de la victoire, c'est l'indifférence et le calme face au sexe. Et alors, je voudrais conclure ça en parlant très rapidement d'un sermon que j'avais entendu très intéressant au baptême de mon neveu, où le prêtre disait « Ce qu'il faut quand on a un enfant et qu'on le baptise, et même pour nous-mêmes, c'est avoir pour son enfant et pour soi-même une ambition de saint, une ambition de sainteté. » Ce qui ramène d'ailleurs, tout ça nous ramène quand même assez clairement à l'évangile et à la parole du Christ lorsqu'il dit, vous voyez la phrase très connue, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne sois pas capturé. Il semblerait, quand on écoute un type comme Francis Cousin qui lit couramment le grec ancien, lorsque lui lit cet évangile, il dit bien que la phrase, ce n'est pas « si mon royaume était de ce monde », mais « si mon royaume était dans l'ordre des choses de ce monde ». Très intéressant, parce que l'ordre des choses de ce monde, ce n'est pas la sainteté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir cette ambition de sainteté. J'ai trouvé ça magnifique, donc voilà. Et alors, si on veut comparer les deux doctrines, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y en a une qui propose une transformation ascétique de l'énergie sexuelle, et l'autre un espèce de refoulement puritain incompréhensible. Je pense que l'Église devrait réfléchir cette question. Je dis ça de mon petit canapé. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y en a une qui est positive et sanctifiable. On essaye de comprendre la sexualité de manière positive et sanctifiable, et l'autre qui est un peu, on va dire, négative et qui a une compréhension de la sexualité humaine, voire sous-humaine et animale. Voilà. Il faut que j'ajoute un élément primordial que j'ai oublié en parlant des saints et des mystiques. L'objet de tout ce que nous voyons depuis le départ, c'est la réintégration, c'est l'unité, c'est le fait d'être un. Qu'est-ce que c'est que cette unité ? Cette unité, c'est c'est avec le mythe de l'androgyne, c'est le fait de devenir
mâle et femelle à la fois. Non pas l'androgyne moderne dégueulasse, ni homme ni femme, et un espèce d'hermaphrodite, mais mâle et femelle. Non pas au sens physique, mais au sens spirituel, intérieur. Voilà. Et en fait, les mystiques, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est que, vous voyez, quand il y a un mariage, on dit vous ne faites plus qu'un. L'idée derrière le mariage, c'est que les deux individus ne font plus qu'un. C'est-à-dire que l'androgyne mystique est réellement assemblé à travers une physique, on va dire, humaine. L'idée de l'ascèse, etc., c'est de réintégrer le principe du sexe opposé. C'est constamment les hommes qui sont des ascètes. C'est donc d'intégrer ce principe féminin, non pas par la voie de la sexualité et du mariage, de la relation avec une femme, mais par des voies différentes, qui sont celles qu'on a expliquées. Et en fait, cette unité, le but de cette unité, c'est de se fondre dans le divin et de trouver sa place dans on va dire, dans l'univers et le cosmos. Voilà. Le but, du coup, de tout ce qu'on a décrit, c'est le changement de statut ontologique, donc l'unité dans le statut ontologique. Et en fait, par cette voie de l'ascèse et cette transformation ontologique se forme ce qui est appelé l'oyas en enseignement traditionnel. Donc si vous achetez le livre, vous verrez, voilà, vous parle de multiples textes traditionnels. Il y a le Tao Te Ching en Chine. Il y a le Tai Ching Hua Tisung Shi. Ça c'est taoïste. Il y a je sais plus les noms exacts, mais il y a énormément de textes indiens, voilà, qui sont des textes traditionnels. Pour en revenir à nos moutons, dans ce changement ontologique, ce qui est décrit dans ces textes, c'est la formation de l'oyas qui va avec. Donc l'oyas, qu'est-ce que c'est ? C'est la puissance et l'énergie spirituelle. Et en fait, la chasteté est prescrite parce que en retenant la semence justement se transforme en oyas. Dans les textes traditionnels, ce qui est dit très clairement, c'est que toute maîtrise d'une pulsion apporte une énergie plus haute et plus subtile, puisqu'elle n'a pas été dépensée, elle n'a pas été affirmée, et bien finalement, elle se transforme. Ça peut être la colère, ça peut être, je sais plus quoi d'autre, il y a la colère, bref. Et en tout cas, l'énergie sexuelle est complètement concernée, c'est même sans doute la plus concernée, puisque c'est l'énergie la plus, déjà à l'origine, la plus subtile et la plus profonde. Pour illustrer ça, on voit bien qu'il y a le type chaste féminin qu'on a décrit dans les chapitres précédents qui a un pouvoir attractif de par la non-dépense de son énergie. Et donc cette énergie se transforme en oyas, qui va être quelque chose d'attractif. L'accumulation d'oyas, nous disent les textes traditionnels, et là je vais vraiment citer les textes que Evola cite, participe à la création en fait d'une aura magnétique qui permettent à celui qui en est pourvu d'inspirer une sorte de crainte sacrée. Voilà. Il serait capable d'influencer les autres par le discours et même par le regard. Intéressant, et d'ailleurs, à ce sujet, pour confirmer la thèse en fait, de la pulsion réfrénée, Evola nous parle des peuples primitivistes guerriers qui avaient une grande tendance à justement la chasteté, etc., pour ne pas dépenser une force. D'ailleurs, voilà, il y avait la colère et c'était la force musculaire, l'autre, pour ne pas dépenser une force, pour qu'elle puisse en fait, s'intensifier et donc se développer, mais de manière plus profonde, plus subtile, plus intense, dans le guerrier qui la retenait pour être plus fort. Et d'ailleurs, c'est quelque chose on voit bien que toutes ces idées traditionnelles ont quand même parcouru les âges et l'espace et se sont retrouvées un peu dans nos attitudes sociologiques. En boxe, par exemple, c'est quelque chose d'assez connu qu'avant une compétition, on fait en général, les boxeurs professionnels font 6 semaines d'abstinence.
Et même à titre d'exemple radical, Mike Tyson, qui est le meilleur boxeur de boxe anglaise de tous les temps, est un type qui a été chaste pendant 5 ans. Il l'a confirmé dans une interview d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de spéculations par rapport à ça, et j'ai recherché, et il l'a bel et bien confirmé. Quand on voit la puissance du bonhomme, voilà ce que ça peut faire, d'une certaine manière, si on veut être dans le virilisme primaire. Et alors, pour conclure, je vais utiliser la conclusion d'Evola, qui est de dire qu'en fait, ce qui est déjà important, donc tout ce qu'on a dit est quand même très important, et ce qui est déjà immense, c'est ce qu'il nous dit, c'est d'avoir déjà le sens des distances, le sens des proportions, d'avoir en arrière-plan tout ce que nous venons de dire, et afin de déjà de se rendre compte de l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, que ça soit au sujet de la sexualité ou d'autres choses, des potentialités supérieures que nous avons, de la réintégration possible de l'homme moderne, de la capacité qu'on a en tant qu'individu de se relever et de sortir des bas-fonds psychiques et spirituels où on a été conduit par les mirages de la civilisation matérielle. Tout ça revient quand même beaucoup à Marx, finalement, aussi. Car, alors ça c'est lui qui nous le dit, car dans ces bas-fonds, c'est le sens même du fait d'être vraiment homme ou femme qui est destiné à s'effacer. Le sexe ne servira alors qu'à mener encore plus bas. Même en dehors de ce qui concerne les masses, le sexe, réduit à son contenu de simples sensations, ne sera qu'un calmant illusoire, sombre, désespéré pour l'angoisse et le dégoût existentiel de ceux qui ont emprunté une voie sans issue. Voilà, moi je peux dire que c'est un livre que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Je vous conseille de l'acheter et de le lire. Il est disponible sur contreculture.com. Voilà, je vous le conseille très sincèrement. C'est un pavé, et c'est pas facile d'accès. Il faut être un peu habitué à la philosophie pour le lire, mais si jamais vous vous sentez capable, foncez. Et ce que je conseillerais également en ouverture, c'est de s'intéresser à ce qui s'appelle le NoFap Challenge, donc NoFap, N-O-F-A-P. C'est pas de branlette, en littéral anglais. Et en fait, c'est un truc qui vient d'une communauté de geeks, des gens qui étaient complètement addicts, on va dire, à la branlette chronique et à la pornographie. Et en fait, ils ont essayé de voir quels étaient les effets du fait de ne pas se masturber. Ils ont trouvé énormément d'effets bénéfiques, on va dire, humains, ou contingents, profanes. Ce qui est extrêmement intéressant pour moi, moi je suis passé par le NoFap pour passer par métaphysique du sexe, et ce qui est intéressant, c'est les deux, et même sans doute de faire le chemin inverse que je vous propose là, c'est-à-dire l'introduction à métaphysique du sexe, comprendre le pourquoi, pour ensuite agir concrètement. Moi j'ai plutôt agi concrètement et ensuite j'ai compris le pourquoi. Les deux sont intéressants, voilà. N'hésitez pas, leur site sur internet est très bien fait. Il y a énormément d'explications sur la pornographie, sur les énormes problèmes que ça amène. Il y a aussi un type sur YouTube, je crois, qui s'appelle Boris. Juste Boris, si vous mettez NoFap Boris, machin, vous allez trouver des vidéos de lui. Il est, on va dire, spécialisé dans le sujet. Il vous explique très bien les problèmes de la pornographie et de la masturbation. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'hab. Ciao!